Chers étudiants, bonjour. Euh, je vous, J'espère que vous allez pouvoir passer une année heureuse à la faculté des sciences de Tétouan. Je me présente, professeur Mouraresh Mouad, professeur à la faculté des sciences, département des sciences de la Terre. Je vais vous assurer pour cette année le module, ce semestre, le module de géologie générale en S1. Avec moi, monsieur professeur Delez Shakib et monsieur professeur Mehraj Abd-Ider qui va vous assurer les travaux dirigés. Alors, le cours de géologie générale normalement va se passer de la manière suivante. Donc, cette conférence audio sera diffusée avec le support du cours rédigé et cette présentation sous forme de PowerPoint. Et après, si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Alors, le premier chapitre est intitulé Introduction aux sciences de la Terre. En fait, c'est un chapitre qui a pour objectif de vous introduire aux disciplines des sciences de la Terre, de vous donner les notions de base utilisées en sciences de la Terre et de vous montrer quelles sont les utilités pour les études de géologie. Alors, en principe, les sciences de la Terre, on a cette appellation, les sciences de la Terre et de l'univers. Alors, on essaiera de répondre à cette question, pourquoi les sciences de la Terre et de l'univers? Eh bien, premièrement, les sciences de la Terre vont regrouper la Terre avec ses trois composantes. La composante solide, qui est la lithosphère, donc la surface et la profondeur de la Terre. L'hydrosphère, qui est la composante eau, ou la composante liquide, qui est formée de tout ce qui est eau, rivière, glace, banquise, et l'atmosphère. Bien sûr, pour expliquer pourquoi l'univers, donc on va essayer d'explorer, d'étudier la Terre en tant que planète pour comprendre les autres planètes. Parce qu'en fin de compte, la Terre a été créée selon les mêmes processus qui ont pu donner les autres planètes, c'est-à-dire dans le système solaire. Donc c'est pour ça que la Terre elle sert de modèle, à l'étude des autres planètes telluriques ou rocheuses par rapport aux planètes gazeuses. Alors cela a été fait ou est permis grâce à l'avancée des technologies spatiales, des sondes spatiales qui permettent d'explorer les objets du système solaire et grâce aux navettes spatiales. Dans la géologie, va étudier notamment la Lune, les planètes et leurs satellites bien sûr, les astéroïdes, les météorites et les comètes. Par la suite, on pourra voir un peu plus en détail ces notions. Mais comprendre que les astéroïdes, les météorites et les comètes, ce sont ces corps rocheux extraterrestres et qui finissent parfois sur la surface de la Terre. On parle plus généralement des sciences, c'est pour ça qu'on parle généralement des sciences de la Terre et de l'univers. Alors, quand on parle d'univers, on va premièrement parler que du système solaire, après on parlera de l'univers au sens large, puisque notre système solaire en fait partie d'un système solaire dont le Soleil est notre planète, notre étoile. Donc le Soleil est une étoile. Les autres planètes, nous avons les planètes
géantes, gazeuses et les planètes telluriques ou rocheuses dont la Terre fait partie. Donc on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, etc. jusqu'à Pluton. Or, quelques notions de base sur les sciences de la Terre, c'est que ils mettent en valeur, c'est-à-dire ils vont essayer d'explorer, d'expliquer la constitution des minéraux, des hydrocarbures, l'eau et l'environnement. Donc, un géologue, quelqu'un qui travaille dans les sciences de la Terre, aura affaire à plusieurs domaines, pratiquement tous les domaines de la vie, que ce soit de l'exploration des mines, que ce soit le domaine du pétrole, domaine de l'eau superficielle, de l'eau souterraine, de l'environnement, des forêts, des sols, de l'agriculture, donc tout ça. Alors, dans les sciences de la Terre, nous avons la biosphère, qui va désigner toutes les formes de la vie sur la Terre, bio, et hydrosphère, c'est-à-dire hydro, l'eau. Donc l'ensemble des zones d'une planète où l'eau est présente. Que ça soit liquide, que ça soit solide, que ça soit ou que ça soit gazeuse. Quand on parle de l'hydrosphère, on doit parler du cycle de l'eau très connu, qui commence par l'évaporation au niveau des océans, le phénomène de condensation, qui donnera des nuages à vapeur d'eau. Après, nous aurons des précipitations ou des pluies qui tomberont sur le continent, et vous avez soit de l'infiltration et l'eau qui va s'infiltrer pour alimenter les eaux souterraines, ou ruisseler sous forme de fleuves et finir dans les océans. Bien sûr, l'évapotranspiration aussi l'évapotranspiration est un phénomène qui va s'ajouter à l'évaporation pour former les nuages, les vapeurs d'eau. La composition de la Terre, elle est essentiellement composée des éléments très très importants comme le fer, l'oxygène, silicium, magnésium, soufre, nickel, calcium et aluminium, et en quantité assez importante. Et vous avez des traces d'autres éléments qui non moins importantes, c'est-à-dire qu'ils sont importants, mais qui constituent 1,2% de la quantité totale. Alors, un des termes qui sont à comprendre, même si ça va se répéter tout au long de votre carrière, c'est que c'est le terme de cycle géologique. Alors, le cycle géologique, c'est un enchaînement ou une succession de phénomènes internes qui donnent des formations de chaînes de montagne et des phénomènes externes d'érosion ou de sédimentation. Et la durée, c'est des dizaines et des centaines de millions d'années. C'est-à-dire que ces phénomènes vont se faire durant des centaines, voire des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Alors, au cours de chaque cycle, des reliefs surgissent, apparaissent, dus à ces dynamiques internes à l'intérieur de la Terre, et à la surface du globe, ces reliefs vont s'éroder jusqu'à être aplanés. Eh bien, l'apparition des reliefs et la suppression des reliefs obéissent à ces deux dynamiques internes et externes. Alors, quand on parle de dynamique interne et dynamique externe, géodynamique interne et géodynamique externe, c'est en fait c'est les roches sédimentaires, c'est les roches
innées ou roches magmatiques, c'est les roches métamorphiques. Eh bien, euh, lorsqu'on veut parler d'un schéma d'un cycle géologique, on va évoquer le cycle des roches magmatiques qui, par fusion du magma, être, vont être à la surface de la Terre. Puis, après érosion, on peut avoir des débris de ces éléments et se convertir en sédiments qui vont donner, après une transformation ou diagénèse des roches sédimentaires, c'est-à-dire une roche consolidée. Bien sûr, la roche sédimentaire peut se transformer en roche métamorphique. Alors, le cycle de formation d'une roche sédimentaire, c'est le cycle par lequel passe une roche sédimentaire. Alors, généralement, il y a une roche source ou une roche mère qui a subi une érosion mécanique ou une altération, et après, elle est transportée, puis sous forme de roche meuble, c'est-à-dire débris non consolidés, puis se sédimenter et subir une transformation, c'est-à-dire une diagénèse, et donner une roche consolidée, et le cycle, ça continue. Donc quelques roches sédimentaires, le grès, le sable, donc le grès c'est le sable qui est consolidé, l'argile, et un conglomérat, c'est une roche sédimentaire formée d'un ensemble de roches de petite nature, de nature différente. Des roches magmatiques ou innées, exemple le granit, le basalte, issu de roches volcaniques, et la diorite. Des roches métamorphiques, on peut rencontrer du gneiss ou du marbre. Alors la géodynamique interne, pour revenir, il va s'intéresser au processus interne de la planète qui ont été à l'origine de la formation des océans et des grandes chaînes de montagnes. C'est-à-dire, qui dit géodynamique interne dit formation d'océans et de chaînes de montagnes. Ça, c'est un schéma qui montre un peu l'ouverture d'un océan, d'un nouveau océan, et de l'autre côté, la fermeture de l'océan, c'est-à-dire ou la formation d'une chaîne de montagnes. Et bien sûr, tous ces phénomènes sont animés par une dynamique harakia interne, une dynamique interne de la Terre. Un exemple de la formation d'une chaîne de montagnes, c'est les chaînes de l'Himalaya qui se sont formées par la collision entre l'Inde, le continent indien et l'Asie, alors qui a donné l'Himalaya. Ça, c'est une chaîne typique d'une chaîne de collision ou d'affrontement entre deux continents. Alors ici, vous avez l'Himalaya qui est le résultat de la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. Ça, excusez-moi, ça s'est fait il y a environ 70 millions d'années, qui en fait, du point de vue géologique, 70 millions d'années, c'est pas très ancien. C'est pour ça qu'on dit que l'Himalaya c'est une chaîne jeune. Elle est jeune parce qu'il n'a pas encore terminé le processus d'érosion. Parce qu'on a dit que un cycle commence par la formation de chaînes de montagnes, puis l'érosion, et le cycle, ça continue. La géodynamique externe va s'occuper de l'évolution dynamique de la surface de la planète, c'est-à-dire le façonnement, les paysages, les transformations qui se font au niveau de la surface de la Terre dû au phénomène
atmosphérique, à la sédimentation, au transport dû généralement aux océans, à la glace et à l'eau. Voilà un seul le cycle qui montre la liaison ou qui montre euh, les deux notions dont on a parlé tout à l'heure, la géodynamique interne et la géodynamique externe. Donc ici, supposons que vous avez une collision de deux plaques, peut-être une plaque océanique, une plaque continentale, ou un continent et un océan, qui vont donner des volcans ou des reliefs. Ces reliefs vont être érodés, transportés, les débris, pour finir dans un océan et se sédimenter. Eh bien, tous les processus qu'on va voir à partir de la sédimentation et les formes qui vont être données à ces roches sédimentaires, etc., c'est de la géodynamique externe. Donc, faire euh, comprendre que la géodynamique interne, c'est interne, externe, c'est les paysages. Alors, l'érosion qui fait partie de la géodynamique externe, on peut trouver de la désagrégation mécanique et l'altération chimique. Donc, soit c'est mécanique, soit c'est chimique. Ici, vous avez par exemple une désagrégation du granit qui, une fois érodé, va finir. euh, le granit, c'est une roche qui est très dure, mais il faut du temps, il faut des phénomènes atmosphériques pour que ça devienne comme ça. Après, vous avez le granit qui devient du sable, pratiquement. Et ici, vous avez aussi, on peut voir le Grand Canyon du Colorado, c'est une grande rivière ou fleuve aux États-Unis et qui a érodé, façonné toute une montagne. C'est pour ça qu'on parle de canyon, parce que c'est et là, c'est très profond. Vous avez la rivière en bas, le Colorado, et vous avez à peu près 2000-1500 mètres, c'est-à-dire 1 km de hauteur. Vous avez la désagrégation progressive d'un bloc de granit qui a subi l'érosion. Vous avez l'érosion due au gel en montagne. Vous avez aussi ici la désagrégation mécanique due à la température très inférieure à 0 degré et supérieure à 0 degré le jour, qui finit par façonner ce paysage et donner des fissures dans ces roches. On peut avoir bien sûr l'altération chimique due à la présence de l'eau, d'oxygène, de CO2 et des substances acides qui vont altérer la roche sédimentaire. Ça, c'est une photo qui montre l'altération de la roche sédimentaire qui est le calcaire. Elle est prise aux environs de la ville de Tétouan. Même les grottes les grottes qu'on trouve dans les entrailles des chaînes de montagne sont de nature quelquefois altération chimique. On fait encore des structures de dépôt sédimentaires. On peut avoir des stratifications qu'on appelle entrecroisées, c'est-à-dire que les strates ou les sédiments sont inclinés par rapport à des angles différents, et ces sédiments sont déposés par les vents ou par le vent ou par l'eau qui est en mouvement, ce qui donne cette allure. Ici, on peut voir des stratifications entrecroisées dans un dépôt de sable. Et là, vous avez la surface d'une strate, d'une couche qui retrace
l'aspect de rides d'une plage. Donc les rides se forment dans le sable. Donc ici c'est actuel et ici euh, c'est la pierre ou la roche. Euh, une forme qu'on peut voir dans les argiles lorsqu'il y a un dessèchement, c'est les fentes de dessiccation, c'est-à-dire les fissures que présentent les argiles. Également, vous pouvez avoir des fentes actuelles et des fentes dans la pierre. Alors les ressources naturelles de la Terre, c'est l'eau douce, c'est les granulats qu'on utilise pour la construction, les gravettes, le sable, etc. Vous avez les minéraux, vous avez les ressources agricoles, vous avez le gaz naturel, le charbon, le pétrole, vous avez les énergies solaires, énergie éolienne. Euh, alors vous avez encore la qualité de l'eau qui représente aussi et la qualité de l'air aussi une ressource naturelle. Vous avez la production d'oxygène qui est fournie par les plantes et les arbres euh, et les forêts qui constituent aussi d'autres aspects de ressources naturelles. Et vous avez bien sûr des ressources naturelles qui ne sont pas renouvelables comme les combustibles fossiles et vous avez les ressources naturelles renouvelables. Alors les sciences de la Terre, pour résumer un peu, pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce sont toutes les sciences de la Terre qui vont avoir une relation avec la géodynamique interne et la géodynamique externe de la Terre. Alors les disciplines ou les sciences qui sont reliées aux sciences de la Terre, on peut compter des dizaines, voire un peu plus. Donc, vous avez de la géophysique, de la géotechnique, la géothermie, sismologie, paléontologie, sédimentologie, hydrogéologie, hydrologie, géomorphologie, tout ça, ce sont les domaines. Donc, chaque domaine peut avoir plusieurs disciplines. Donc, l'aspect pratique de la géologie et des sciences de la Terre, c'est extrêmement ouvert et large. Vous avez par exemple la géologie structurale qui est une discipline étudiée au sein des sciences de la Terre ou de la géologie et qui va s'occuper de l'étude des formes dues à la tectonique lorsqu'il y a des mouvements de déformation au niveau lorsque l'écorce terrestre est en train de donner des chaînes de montagne ou des mouvements orogéniques. Ça c'est une faille. La stratigraphie également va étudier la succession des diverses strates ou couches sédimentaires dans le temps et dans l'espace, parce que vous avez ici une succession dans le temps, c'est-à-dire à chaque strate ou chaque couche, il a fallu des millions d'années pour que ça se fasse. Et puis après, vous avez dans l'espace, c'est-à-dire dans la large. Donc la pétrographie, c'est les sciences des roches. La volcanologie, c'est l'étude des volcans et leur dynamique. La paléontologie, ça va étudier les fossiles. La minéralogie, la géochimie, la géochronologie, la sédimentologie. Et bien sûr, vous avez des disciplines appliquées à l'ingénierie, comme la géophysique, la géotechnique, qui a pour principal objet l'étude du sol pour la construction des barrages, des immeubles, des tunnels. Donc toutes les infrastructures qu'on voit font appel à des géologues avant les architectes. Donc il faut comprendre le sol, la structure, etc. L'hydrogéologie, c'est l'étude des eaux souterraines. L'hydrologie, c'est l'étude des eaux superficielles, donc tous les problèmes d'inondation,
rivières, de fleuves, tout ça. Donc la pédologie, c'est l'étude des sols. Donc c'est une discipline un peu en frontière entre la géologie, et l'étude d'agriculture et d'agronomie. Je finis par l'imagerie satellitaire ou la télédétection spatiale, c'est-à-dire euh, l'utilisation des images satellitaires pour, euh, comprendre l'aspect de la surface et de la profondeur de la Terre. Donc il est généralement utilisé dans les prévisions météorologiques, dans l'océanographie, dans les catastrophes naturelles, dans l'environnement, dans, dans les catastrophes, etc. Puis la géomatique qui va regrouper l'ensemble des outils et des méthodes pour acquérir et analyser les données géographiques. Et je termine avec les systèmes d'information géographique au SIG, largement utilisés aujourd'hui, qui vont utiliser l'informatique pour essayer de représenter les données sous forme graphique. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition.